Quand on est dans la nature comme ça, il ne faut jamais perdre à l'esprit que derrière chaque tronc, derrière chaque brise de vent, derrière chaque ombre la nuit, se cache une réalité qu'on oublie très souvent. La nature ne te pardonnera rien. La moindre erreur peut être fatale. Tout ce qu'on peut voir dans les faits divers, un randonneur qui s'est perdu, pense souvent que ça arrive qu'aux autres. On pense souvent que si ça nous arrive à nous, on saura gérer, qu'on retrouvera notre chemin, qu'on s'en sortira, qu'on restera calme. Mais vous savez, la peur, la vraie, celle qui vous brouille vos pensées, broie votre estomac, elle transforme même les plus expérimentés en proie. Donc aujourd'hui, je vais te raconter 3 histoires vraies, 3 vies ordinaires, brisées par des erreurs simples, 3 leçons que tout randonneur, tout aventurier, tout homme devrait connaître quand il s'aventure seul en forêt. Des histoires qui ne viennent pas de films, mais du monde réel. Des histoires qui nous montrent comment une seule décision, un seul pas de travers peut tout faire basculer. Pour débuter la première histoire, on a les vaches juste derrière qui nous tiendront compagnie. La première histoire se déroule dans un grand pays qu'on connaît tous, l'Amérique. Ce pays connu pour ses énormes parcs nationaux où s'aventurent chaque année de nombreux randonneurs. On va du coup suivre le calvaire d'une randonneuse qui s'est perdue au milieu du Maine. La deuxième histoire sera celle d'un père qui va tout faire pour sauver sa famille, au-delà du froid et de la peur. Et la dernière histoire qu'on va voir sera de loin la pire. C'est celle d'un homme qui va tout faire pour sauver sa vie. Alors installe-toi confortablement, va te chercher un petit café ou un truc à manger, oublie le confort de ton appartement et imagine-toi seul au milieu des bois, la nuit, perdu, plus de batterie sur le téléphone, plus personne dans les alentours. Tout débute le 22 juillet 2013. Au lever du jour, la forêt du Maine est encore parsemée de brume. Les rayons du soleil passent à travers les pins et l'air est sain, l'air est pur. Géraldine Largaille, 66 ans, s'élance sur le chantier des Appalaches. C'est une femme calme et déterminée. Imaginez-vous qu'elle marche depuis des semaines, seule, et elle est portée par un seul rêve. Elle veut absolument traverser cette partie mythique du sentier des Appalaches. Pour elle, ça serait la consécration. Elle en rêve depuis qu'elle fait de la randonnée. Alors vous savez, elle fait partie de ces personnes qui ont un petit carnet. Et chaque jour, elle note des instructions sur son carnet. Distance parcourue, météo, morale et même pensée. Ce matin-là, elle était plutôt confiante. Elle devait retrouver son mari, Larry, à l'étape suivante, le lendemain. Mais vers midi, elle s'éloigne du sentier pour aller faire ses besoins. Vous me direz, rien de dramatique. Quelques pas seulement. 10, 20, 30 mètres grand maximum. Mais le problème, c'est quand elle a fini de faire ses besoins, elle ne se rappelait plus de par où elle était arrivée. Elle se parle à elle-même. C'était par là que je suis arrivée. Les arbres dans la forêt où elle se situe se ressemblent tous. Et il n'y a pas un humain dans les kilomètres à la ronde. Alors Géraldine, naturellement, se met à tourner en rond et à essayer de retrouver le sentier par lequel elle est arrivée. Mais au bout d'une heure, le doute s'installe et la panique. Géraldine se dit à elle-même: Ok, calme-toi, reste calme, on va y arriver, je vais y arriver. Le problème, c'est qu'elle se déplace dans une forêt assez dense. Et quand elle se déplace, les traces de ses pas ne se remarquent pas. Au bout d'un moment, à marcher toujours dans la même direction, Géraldine se dit que ça doit pas être la bonne direction. Alors, elle fait demi-tour. Et en regardant un arbre au loin, elle se dit que ça lui dit quelque chose. Que cet endroit, elle est déjà passée par là, vous savez, cette vision de déjà vu quand tu passes quelque part, ton cerveau le retient sans forcément que toi, tu y aies fait attention. Elle se dit que cet arbre lui parle en fait, cet arbre lui dit quelque chose, donc elle est persuadée qu'elle est pas très très loin du sentier. Elle décide de crier. Il y a quelqu'un ? Le son se disperse et se perd entre les troncs. C'est le silence total. En plus de ça, elle trébuche sur une racine. Elle commence à flipper, son cœur s'emballe. Elle se dit: Mais non, c'est pas possible. Elle appelle à nouveau. À l'aide, je me suis perdue. Aidez-moi. Mais il n'y a absolument personne. Rien d'autre qu'elle entend à part le bruit du vent. Donc le soir, elle monte sa petite tente qu'elle avait dans son sac à dos sur un terrain assez plat. Elle a encore un peu de nourriture. Il lui reste approximativement 2-3 barres de céréales, du café instantané et des fruits secs. Le problème, c'est qu'elle n'a plus une seule goutte d'eau. Alors elle décide de récupérer un petit peu de bois et à l'aide du briquet qu'elle avait dans son sac, faire un feu pour faire bouillir de l'eau. Puis elle se pose et elle écrit dans son carnet. Jour numéro 1. Depuis midi, je suis complètement perdue. J'ai quitté le sentier. J'ai essayé de le retrouver, mais en vain.
J'ai décidé de monter la tente près d'un ruisseau. Je garde le moral. Les premiers jours, elle reste lucide. Le troisième jour, un hélico passe près de son camp. Elle entend les hélices. Elle se met à crier. Aidez-moi, je suis ici, s'il vous plaît. Elle se met à agiter sa couverture qui était de couleur rouge en se disant que peut-être le rouge se repérera de loin et que l'hélico qui passe viendrait à sa rescousse. Mais malheureusement, les heures passent et aucun secours n'arrive. Les jours passent, elle rationne la nourriture mais elle n'a pratiquement plus rien. Elle continue à faire bouillir son eau mais elle sent bien qu'elle perd des forces. Elle sent bien que le moral baisse. Elle tient grâce à la discipline. Elle se parle à elle-même. Elle essaie de fredonner des musiques pour garder le moral. Se dit que tôt ou tard, c'est pas possible. Ça peut pas lui arriver à elle. Quelqu'un viendra la chercher. Elle se dit d'une voix basse. Tu vas t'en sortir, Jerry. Tiens bon. Mais les nuits sont glaciales. Et la fatigue constante. Elle n'arrive pas très bien à dormir. Elle a mal au ventre. Et chaque matin, elle se réveille plus faible. Après une semaine, elle tente de gravir une petite colline pour essayer d'y voir un peu plus loin et de repérer un village. Un sentier, quoi que ce soit. Mais elle a tellement mal au ventre qu'elle s'effondre. Son ventre la tiraille. Elle a des crampes horribles. Elle se dit d'une voix meurtrie. Non, je dois continuer. Il faut que j'y arrive. À chaque jour qui passe, elle perd un peu plus d'énergie. Et tout devient beaucoup plus dur. Elle s'efforce à faire bouillir son eau. Elle essaie de glaner quelques plantes. Elle mange des orties, elle trouve quelques châtaignes qu'elle va faire griller afin de se nourrir un petit peu. Et tous les soirs, elle s'endort emmitouflée dans son duvet frigorifié par le froid, car sa tente est vraiment très fine et ne protège pas du froid. Au bout de 3 semaines, l'esprit faiblit. Elle note dans son carnet. Jour 20, j'espère encore. Jour 21, je respire encore. Jour 22, je perds foi. Jour 23, vais-je vraiment y arriver? Jour 24. Personne ne me cherche. Je suis perdue, toute seule, sans aucune possibilité de m'en sortir. Avant de ranger son carnet dans un sac plastique, elle écrit un dernier mot pour Larry, son mari. S'il te plaît, dis-leur que je n'ai pas souffert et que j'ai gardé la foi jusqu'au dernier moment. Puis, elle s'allonge dans sa tente, au milieu d'un silence total, presque effrayant. À seulement 900 mètres du premier sentier. Elle aura survécu quand même pratiquement 1 mois, grâce à son calme, sa rigueur et sa force mentale. Dans cette situation, les gars, le mieux c'est de rester lucide, de ne pas paniquer et de rationner un maximum possible ses rations pour tenir le plus de temps possible. Marquer son emplacement, purifier l'eau, conserver sa chaleur sont des choses clés quand tu te retrouves dans cette situation. La panique, c'est l'ennemi le plus dangereux. Et quelquefois, il peut s'avérer mortel, comme vous l'avez vu avec cette histoire. Passons tout de suite à la seconde histoire. Laissez-moi vous parler à présent de James Kim et de sa volonté impitoyable à vouloir s'en sortir malgré le froid et la peur. Tout se déroule encore une fois aux USA, début décembre 2006, et la neige tombait sur les montagnes de l'Oregon. James Kim, 35 ans, conduit sa voiture avec sa femme Cathy et ses 2 filles, Pénélope et Sabine. Ils rentraient d'un petit week-end en famille improvisé et impatients de retrouver leur maison. Cathy dit à son mari, tout en regardant le GPS. James, le GPS dit qu'on peut prendre un raccourci. On éviterait la route principale. On gagnerait un peu de temps. James, hésitant, lui répondit. Oui, mais je crois qu'elle est étroite et peu entretenue. Bon, essayons. Mais on fera demi-tour si ça devient dangereux. Très rapidement, la voiture glisse et s'enlise dans la neige. James tente désespérément de manœuvrer, mais les roues patinent et il s'enlise. James, complètement résigné, dit alors. Bon, j'arrive plus à bouger la voiture, on va rester ici. C'est trop dangereux de partir comme ça dans la neige. Toute la famille consulte leur téléphone en se disant qu'ils vont essayer d'appeler à l'aide, mais le problème c'est que aucun réseau ne passe là où ils sont. Ils rassemblent donc toute la nourriture se trouvant dans la voiture afin de faire une réserve pour les prochains jours et essaient d'allumer le chauffage que la nuit de temps à autre, histoire de garder un maximum de batterie jusqu'à temps que les secours leur viennent en aide. Cathy, au bout de 3 jours, lui demande donc d'aller chercher de l'aide voyant que rien ne se passe depuis et qu'apparemment personne ne les cherche. Mais James refuse. Cathy, la voiture est notre seul abri. Partir serait un suicide. On est perdu au milieu de nulle part, bon sang. Mais le problème, c'est qu'après 8 jours, la nourriture a drastiquement diminué. Il prend alors une décision désespérée. Il va partir chercher de l'aide à pied, au milieu de la neige, dans un froid environnant les moins 2 degrés. Bon, je vais chercher de l'aide, je reviens vite. De toute façon, si je reste, on va tous mourir. Je vais tenter ma vie pour essayer de sauver la vôtre. Il sort donc de la voiture et s'enfonce petit à petit dans la neige. Et au bout d'un certain temps, il ne le voit plus à l'horizon. Ça y est, il est parti.
Le problème, c'est qu'il y a tellement de neige que parfois ça lui arrive au niveau du genou et parfois au niveau des hanches. Il progresse petit à petit, n'avance pas vite et sent la neige lui glacer les jambes. Au bout d'un moment, il tombe sur une rivière et se dit qu'il va la suivre. Peut-être qu'il arrivera à une route. Mais malheureusement, son périple va durer plus de 2 jours et on va le retrouver complètement mort de froid au milieu de la nature. Le pire, c'est qu'en plus de ça, il avait tourné en rond. Car ils l'ont retrouvé à quelques mètres de la voiture seulement. Pendant ce temps, sa femme Cathy et ses 2 filles essayent de survivre comme ils peuvent en activant le chauffage de temps en temps et en mangeant les dernières réserves qui leur restent. Grâce à Dieu, 9 jours plus tard, ils les ont retrouvés enfin saines et saufs. Je trouve cette histoire vraiment glaçante, c'est le cas de le dire. À leur place, je pense qu'on aurait tous attendu dans la voiture. Le mieux, c'est de rester à l'abri dans la voiture, en essayant d'être le plus visible possible, dégager la zone, essayer de mettre de la couleur au-dessus de la voiture, comme un t-shirt rouge par exemple, ou une couette, un drap, n'importe quoi. Une serviette, ça peut faire l'affaire. Mais je pense que l'erreur qui les a perdus de base, c'est d'avoir bêtement suivi le GPS, alors qu'ils ne savaient pas vraiment où ils se situaient. Ils auraient dû continuer sur le chemin qu'ils connaissaient, au lieu de partir s'aventurer pour gratter quelques heures, voire quelques minutes. Après, ils n'étaient pas isolés, ils étaient en famille. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont pu quand même se rassurer mutuellement, se réchauffer mutuellement, essayer de garder la mentale mutuellement. Le problème, c'est que quand on est plusieurs, les rations baissent beaucoup plus rapidement. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez fait à leur place. Est-ce que vous seriez parti de la voiture, essayer de chercher de l'aide? Est-ce que vous seriez resté plutôt à l'intérieur en attendant les secours? Dites-moi. Maintenant, sans transition, passons directement à la 3e histoire. Aaron Ralston, 27 ans, descend seul les canyons étroits du Blue John Canyon. Il aime beaucoup la solitude et se retrouver seul dans la nature, dans le silence des falaises. Aaron se parle à lui-même. Allez, juste une petite randonnée, je serai de retour pour midi. Il regarde devant lui, arrive devant le canyon et voit une pierre qui est bloquée à l'intérieur. Il se dit que peut-être s'il prend appui et qu'il pose le pied sur la pierre, il pourra traverser le canyon sans avoir besoin de descendre et de remonter derrière. Le problème, c'est que lorsqu'il a commencé à poser son pied sur la pierre qui était au milieu du canyon, il y a directement mis tout son poids. Mais le bloc de roche cède sous son pied. Ils tombent tous deux et l'énorme rocher bloque son bras contre la paroi. Il se retrouve définitivement bloqué, attaché, lié à vie à ce caillou. Aaron crie. Non! Oh non! Merde! C'est pas possible! Il tente de se libérer, essaie de faire tous les mouvements possibles, mais rien à faire. Son bras est complètement bloqué entre la paroi et l'énorme rocher. Naturellement, la peur s'installe petit à petit et la douleur devient vite, très très vite insurmontable. Aaron murmure. Reste calme. Respire, tu as trouvé une solution. Réfléchis. Son calvaire va durer 5 jours. Pendant 5 jours, il va essayer de trouver une solution. Il va même jusqu'à faire pipi dans sa gourde pour justement pouvoir s'hydrater un minimum et tenir du temps de trouver une solution. Mais malheureusement, personne n'a déclaré sa disparition et il est tout seul. Il n'y aura aucun secours. Aucun. Pour Aaron, l'envie de survivre a été beaucoup plus forte que se résigner à mourir ici, seul dans ce canyon. Il a donc pris la douloureuse décision de se sectionner le bras. Eh oui, le bras étant coincé entre la paroi du rocher et la paroi du canyon, il n'avait d'autre solution que de se sectionner le bras. Il cherche donc dans son sac et trouve, vous savez, un couteau suisse. Et il commence à se couper le bras petit à petit. Mais le problème, c'est que le couteau ne coupe pas vraiment. Et c'est plus une charpie qu'autre chose. Mais après des heures d'efforts acharnés à vouloir se séparer de son bras, il y arrive enfin et peut se libérer pour ensuite courir retrouver les secours. Il s'en est sorti, mais restera marqué à jamais. Dans l'esprit et même au niveau du corps. Vous devez sûrement connaître cette histoire car elle a inspiré un film qui s'appelle 127 heures. N'hésitez pas à aller le regarder, il est vraiment très très bien fait. Moi je l'ai vu il y a déjà plusieurs années en arrière et franchement il m'avait bluffé. Mais je pense déjà que ce qu'il faut retenir, c'est quand vous partez seul, prévenez toujours vos proches. Dites où vous partez et quand vous revenez. Ça peut permettre, si vous arrive quoi que ce soit, d'appeler les secours en fait. Je pense aussi que l'erreur qu'il a commise, c'est de partir sans trousse de soins. Un kit de soins, une trousse de soins, c'est important. Rien que le minimum. Eau, nourriture, couteau, briquet, corde, ça c'est l'essentiel. Et deux, trois choses pour se soigner. Je trouve par contre que sa volonté à vouloir survivre a été vraiment très forte.
Je pense que Aaron a vraiment bien réagi, il a évalué toutes les possibilités. Il a essayé d'enlever son bras, de se tordre à droite à gauche, d'essayer de faire des mouvements pour justement pouvoir déplacer le caillou ou son bras. Il a vu que rien ne marchait. Il a bu son urine pour pouvoir tenir quelques jours de plus. Il a essayé de trouver toutes les possibilités qui lui étaient données. Malheureusement, la seule, c'était de se couper le bras. Voilà, des fois la vie, des fois la force de vivre, elle est plus forte que de se laisser mourir. Et c'est ce qui l'a sauvé en fait. C'est ce qui l'a sauvé, clairement. Donc ne perdez jamais espoir. Jamais perdre espoir, jamais baisser les bras. Je trouve que cette troisième histoire a été vraiment bluffante. N'hésitez pas à me dire comment vous auriez géré la chose. Est-ce que vous seriez coupé le bras? Est-ce que vous seriez laissé mourir? Dites-moi. Personnellement, moi, je pense que j'aurais coupé le bras aussi. J'aurais coupé le bras aussi et puis directement à l'hôpital, aux urgences. Un bras en moins, mais en tout cas, toujours en vie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Ça fait monter la vidéo dans les référencements et l'algorithme la montre à d'autres personnes justement. J'ai essayé de vous faire un format qui change de d'habitude. Là, on n'est pas parti en balade en forêt ou quoi que ce soit. J'ai essayé de vous parler d'histoires vraies. J'espère que ce format vous plaira. N'hésitez pas à le marquer en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez d'autres formats comme ça aussi également. Ici, vous êtes sur la chaîne Survivalisme France. On parle d'autonomie, de conseils, de résilience et de matériel.